Le son des cris de ma fille me hante encore. Ma sœur, la future épouse d'un politicien, l'a frappée parce qu'elle l'a regardé de travers. Ma mère m'a dit que si j'appelais la police, on m'enlèverait la garde, alors j'ai souri. J'ai joué le rôle de la sœur soumise. J'ai préparé le poison lentement et j'ai servi la vengeance froide devant 500 invités VIP et la presse nationale. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Il est 2 heures du matin et la lumière bleue de mon écran est la seule chose qui éclaire ce sous-sol humide que mes parents appellent l'appartement des invités. Mes yeux brûlent, tout rouge, mais mes mains ne s'arrêtent pas. Mes doigts volent sur le clavier avec une mémoire musculaire qui me donne la nausée. Commande plus Z. Effacer l'imperfection, outil fluidité, réduire la taille, augmenter la brillance dans les yeux. Sur l'écran, ma sœur Griselda sourit comme une vierge moderne. Elle porte une robe en lin blanc immaculé et tient dans ses bras un enfant indigène, un petit orphelin de la Sierra de Oaxaca, avec la peau durcie par le soleil. La légende que je dois insérer sur la photo dit « L'amour ne connaît ni couleur ni frontière. Merci de m'apprendre autant, petit ange. » Hashtag Griselda-Baed. Hashtag cœur-du-Mexique. Hashtag futur-première-dame. J'ai envie de vomir. Je me rappelle parfaitement le moment où cette photo a été prise ce matin. À peine le photographe avait-il baissé la caméra que le sourire de Griselda a disparu plus vite que la buée sur un miroir. « Enlève-moi cette chose de dessus », a-t-elle crié, en poussant l'enfant vers son assistante comme si c'était un sac poubelle infecté. « Tu as vu ses mains ? Elles avaient de la terre. Gel antibactérien, maintenant. Il va me salir ma robe Dolce & Gabbana. Mais mon travail, ma condamnation, c'est d'effacer cette réalité. Je suis Rosalba, la sœur invisible, la brebis noire, la ratée. Et maintenant, je suis la maquilleuse digitale de elle. Il y a 3 ans, ma vie était différente. J'avais Roré, mon mari, et nous vivions dans un petit mais digne appartement dans le quartier de la Roma. Nous étions heureux avec notre fille, Marisol, mais le cancer n'a ni pitié ni respect pour le bonheur. Il a emporté Roré en 6 mois d'agonie et il a emporté toutes nos économies, l'assurance maladie et même les meubles. Il m'a laissé veuve à 29 ans, avec une dette d'hôpital qui ressemblait à un numéro de téléphone, et une petite fille de 4 ans qui a arrêté de parler à cause du traumatisme. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû avaler ma fierté, celle que Roré admirait toujours, et retourner dans le manoir des de la Cruz, à Loma de Chapultepec. Mes parents, Ramiro et Hortensia, ne m'ont pas accueilli à bras ouverts. Ils m'ont reçu avec un soupir de déception et un contrat tacite. Nous aurions un toit et de la nourriture en échange de ma servitude absolue et de mon invisibilité. Ne monte pas à l'étage principal quand il y a des visites, Rosalba, m'a dit ma mère le premier jour. Tes vêtements sentent la pauvreté et la petite est trop timide. Elle met les gens mal à l'aise. Alors nous voilà. Marisol dort sur un lit de camp dans un coin de cette pièce qui, avant, était la cave à vin. Moi, je travaille à éditer La vie parfaite de ma sœur aînée. Griselda a 35 ans et elle est sur le point d'épouser Lisandro, un politicien jeune, charismatique, avec des ambitions de gouverneur. Elle est son trophée, sa carte de présentation pour l'électorat conservateur, la femme parfaite, altruiste, élégante et dévote. C'est moi qui construis ce mensonge, pixel par pixel. Je regarde encore la photo. J'ai effacé la petite tache de saleté que l'enfant avait laissée sur sa manche. J'ai adouci les rides d'expression autour de la bouche de Griselda, celles qui apparaissent quand elle fronce le visage avec dégoût. J'ai éclairci sa peau pour qu'on dirait qu'elle brille de sa propre lumière. C'est un chef-d'œuvre de fausseté. Je sauvegarde le fichier et je ferme l'ordinateur portable. Le silence de la maison est oppressant. Là-haut, dans les chambres au plafond et aux draps en soie égyptienne, dorment mes parents et ma sœur. Ils dorment le sommeil des justes, ou plutôt, le sommeil de ceux qui n'ont pas de conscience. Je m'approche du lit de camp de Marisol. Ma petite a maintenant 7 ans. Elle dort recroquevillée, les genoux collés à la poitrine. Une position défensive qu'elle a adoptée depuis qu'on a emménagé ici. Sa respiration est douce, rythmée. Je caresse ses cheveux noirs et doux. C'est la seule chose pure qui me reste. Pardonne-moi, mon amour, je murmure dans l'obscurité. Pardonne-moi de t'avoir amené dans la gueule du loup.
Elle bouge un peu et marmonne quelque chose dans son sommeil. Marisol est une enfant intelligente, observatrice, avec un talent pour le dessin qu'elle a hérité de son père. Mais dans cette maison, elle a appris à être une ombre. Elle sait qu'elle ne doit pas faire de bruit, elle sait qu'elle ne doit rien toucher. Elle sait que sa tante Griselda est comme une figurine en porcelaine, belle à regarder, mais froide et dangereuse si tu t'approches trop. Parfois, je me demande combien de temps je pourrais encore supporter ça. La dette de l'hôpital baisse lentement grâce au petit boulot freelance que je fais en secret sous un pseudonyme, en plus d'aider Griselda. Mon plan est simple, payer le dernier centime, prendre Marisol et fuir dans une ville où personne ne connaît le nom de la Cruz. Peut-être à la côte, là où vit la tante Carlotta, la seule parente qui ait un cœur. Mais Griselda se marie dans 3 mois et la pression dans la maison augmente comme une cocotte minute prête à exploser. Elle veut le mariage du siècle. Mes parents veulent consolider leur statut social et politique. Et moi, je veux juste survivre. Je n'avais aucune idée que survivre ne serait bientôt plus suffisant. Je ne savais pas que bientôt, je devrais devenir autre chose, quelque chose que je n'ai jamais voulu être. Je m'allonge dans mon lit en regardant les tuyaux au plafond. Je me sens comme Cendrillon, mais sans ma reine fée, et avec une belle-sœur qui n'est pas seulement méchante, mais qui est en plus adorée par des millions d'inconnus sur Instagram. L'ironie est amère. Eux, ils voient la sainte Griselda. Moi, je vois le monstre qui se nettoie les mains après avoir touché un enfant. Et le pire, c'est que je suis complice. Chaque « j'aime » sur ces photos est un mensonge que j'ai aidé à fabriquer. Demain sera un autre jour d'humiliation subtile, de regards de mépris et de silence gênant. Mais je dois tenir pour Marisol, seulement pour elle. Je ferme les yeux, en priant pour un rêve sans cauchemar, sans savoir que le vrai cauchemar commencera demain, à l'heure du petit déjeuner. L'odeur du bacon croustillant et du café fraîchement préparé s'infiltrait par les fentes de la porte du sous-sol, agissant comme un réveil cruel pour nos estomacs vides. Marisol était déjà réveillée, assise sur son lit de camp, en train de dessiner dans un vieux cahier avec des crayons de couleur que j'avais réussi à sauver de la poubelle du bureau de mon père. « Bonjour, mon amour », lui dis-je en forçant un sourire pendant que je m'étirais. Mes os craquaient, protestant contre l'humidité de la pièce. Marisol me regarda et sourit timidement. Elle me montra son dessin. C'était un oiseau bleu volant au-dessus d'une mer tranquille. « L'île est magnifique, Marie. Tu as le talent de ton papa. » Nous nous sommes habillés rapidement. Moi avec un jean usé et un t-shirt noir, mon uniforme d'invisibilité. À elle, je lui ai mis sa plus belle robe, une en coton rose qui lui allait déjà un peu courte, mais qui était propre et repassée. Nous avons monté l'escalier de service vers la cuisine. La lumière du soleil inondait le coin petit déjeuner principal, un espace avec d'immenses baies vitrées qui donnaient sur le jardin parfaitement entretenu. Ils étaient là. La Sainte Famille. Mon père, Ramiro, lisait le journal économique en fronçant les sourcils devant les nouvelles du marché. Ma mère, Hortensia, vérifiait la liste des invités du mariage sur son iPad, avec ses lunettes de lecture pendues à une chaîne en or. Et Griselda. Griselda était assise en bout de table, resplendissante, enveloppée dans un peignoir en soie couleur champagne. Devant elle, le chef privé de la famille avait posé une assiette d'œufs bénédicts au saumon fumé, des fruits exotiques coupés en forme géométrique et un jus vert de tox. « Bonjour », dis-je à voix basse en entrant, tenant Marisol par la main. Personne n'a répondu tout de suite. C'était comme si un courant d'air était entré, pas 2 personnes. Finalement, ma mère leva les yeux par-dessus ses lunettes, nous scannant de haut en bas avec désapprobation. « Rosalba, tu es en retard. Le service de nettoyage devrait déjà avoir fini le salon. »« Désolé, maman. » Je retouchais les photos de Griselda jusqu'à 3 heures du matin. Griselda ne m'a même pas regardé. Elle continua de faire défiler son téléphone, admirant sa propre image, l'image que j'avais perfectionnée. « Elles sont passables », dit Griselda sans enthousiasme, sans détourner les yeux de l'écran. Mais sur la 3e, on voit un port ouvert sur mon nez. « Tu dois faire plus attention, Rosalba. » Lisandro dit que la haute définition ne pardonne rien. « Je corrigerai ça », murmurai-je en me dirigeant vers l'îlot de la cuisine où Marisol et moi avions l'habitude de manger. Là, il n'y avait pas d'œufs bénédicts. Il y avait une boîte de céréales génériques et un peu de pain grillé qui restait de la veille. J'ai versé un peu de lait dans un bol pour Marisol. La petite jetait des regards sur l'assiette de sa tante, fascinée par la couleur orange brillante du saumon. « Maman », murmura Marisol en tirant sur ma manche.
Je peux goûter un tout petit peu de cette viande orange. Sa voix était un chuchotement, mais dans le silence de mort de la salle à manger, elle sonna comme un cri. Hortensia laissa tomber son iPad sur la table avec un bruit sec. « Pour l'amour de Dieu !» s'exclama ma mère. « Mais tu ne donnes donc pas à manger à cet enfant ? Elle demande toujours, elle regarde toujours ce que les autres ont. C'est très mal élevé, Rosalva. Là elle a juste faim, maman. C'est une enfant, la défendis-je en sentant la chaleur monter à mes joues. C'est une gloutonne, intervint Griselda, plantant un morceau de melon avec sa fourchette en argent. Si elle continue à manger comme ça, elle va devenir grosse comme toi. Et crois-moi, petite sœur, personne ne veut d'une fille grosse et pauvre. L'image, c'est tout. Lisandro va amener des associés dîner ce soir. Je ne veux pas qu'elle traîne partout en demandant des restes. Marisol baissa la tête, les yeux pleins de larmes. Elle repoussa son bol de céréales. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je voulais crier, renverser la table, écraser les œufs bénédicts sur le visage parfait de ma sœur, mais je ne pouvais pas. Je n'avais nulle part où aller. « Ah tiens, tata » dit Marisol soudain avec une voix tremblante mais courageuse. Elle descendit de son tabouret et marcha vers Griselda, lui tendant son dessin de l'oiseau bleu. « C'est un cadeau pour ton mariage, pour que tu sois heureuse. » C'était un geste d'innocence pure, une tentative désespérée d'acheter un peu d'affection. Griselda regarda la feuille froissée comme si c'était un mouchoir sale. Puis elle sourit, ce faux sourire qu'elle réservait aux caméras. « Oh, comme c'est mignon !» dit Griselda sur un ton écœurant. Elle prit le dessin du bout des doigts. À ce moment-là, Lisandro entra dans la salle à manger, grand, beau, avec son costume italien impeccable. « Bonjour, mes amours !» salua-t-il avec sa voix de baryton. Griselda s'illumina instantanément. « Oh mon amour, regarde ce que ma petite nièce m'a fait » dit-elle en lui montrant le dessin. « N'est-ce pas adorable ? On a une artiste dans la famille. » Lisandro sourit sincèrement et caressa la tête de Marisol. « L'île est magnifique, petite. Tu as beaucoup de talent. » Griselda embrassa Lisandro et, pendant qu'il se tournait pour saluer mes parents, je vis ce qu'elle fit. D'un geste rapide et discret, elle posa le dessin sur la table et mit son verre de jus vert glacé dessus. L'eau condensée du verre trempa la feuille instantanément. L'oiseau bleu se dissout en une tache sombre et triste. Marisol l'a vu. Je l'ai vu. Griselda planta ses yeux dans les miens et me fit un clin d'œil de défi. « Personne ne te croira », semblait-elle dire. « Je suis intouchable. » Je pris la main de Marisol, sentant ses tremblements. « Bon, on y va, ma fille », lui dis-je en retenant mes larmes de rage. « Allons nettoyer le salon avant que les invités arrivent. » Nous avons quitté la cuisine avec, derrière nous, le son des rires de ma famille, laissant l'oiseau noyé et notre dignité piétiner une fois de plus. L'air dans le manoir était chargé d'électricité statique. Il restait 3 mois avant le mariage, mais aujourd'hui était un jour crucial. Griselda allait faire un live pour la Fondation Futur Brillant, une organisation caritative qui servait, très bien, à blanchir l'image pour la campagne de Lisandro. Le salon principal s'était transformé en studio de télévision. Projecteurs, spots, câbles partout. Moi, j'étais chargé de surveiller les commentaires en temps réel et de bloquer quiconque mentionnait le scandale de corruption du parti de Lisandro. « Rosalva, assure-toi que la lumière arrive bien sur mon côté gauche », cria Griselda, assise sur un canapé en velours beige, portant une robe pastel qui criait « Humilité coûteuse ». « Oui, Griselda, tout est prêt », répondis-je en ajustant le trépied principal. Marisol était assise dans un coin éloigné, sur le tapis, jouant silencieusement avec une vieille poupée en chiffon. Je l'avais prévenue 1000 fois qu'elle ne devait pas bouger, qu'elle devait être invisible. Action dans 3, 2, 1, chuchotai-je. Griselda alluma son sourire à $1 million. Bonjour à tous, mes cœurs. Je suis Griselda de la Cruz. Aujourd'hui, je veux vous parler du plus profond de mon âme, de l'importance de donner. Sa voix était comme du miel, pur, hypnotique. Les cœurs et les likes commencèrent à monter sur l'écran du téléphone, comme de l'écume. Mes parents, Ramiro et Hortensia, regardaient depuis l'autre côté du salon, assis dans leurs fauteuils habituels, buvant du thé et hochant la tête avec fierté devant la performance de leur fille chérie. Tout se passait parfaitement, trop parfaitement. Puis c'est arrivé. Marisol se leva pour aller aux toilettes. Elle essaya de marcher sur la pointe des pieds,
collé au mur derrière la zone de tournage, mais le tapis persan avait un bord légèrement relevé. Son petit pied s'y accrocha. C'était comme voir un accident au ralenti. Marisol trébucha. Ses mains cherchèrent quelque chose à saisir et trouvèrent l'un des pieds du trépied d'éclairage auxiliaire. Crash. Le spot tomba au sol avec un fracas métallique qui résonna comme un coup de feu dans le salon. La lumière se brisa. Le bruit interrompit le monologue répété de Griselda au moment même où elle allait lâcher une fausse larme. « Coupe » hurla Griselda, sa voix se transformant d'ange en démon en une fraction de seconde. La diffusion fut coupée brusquement. Le silence qui suivit fut terrifiant. Marisol était par terre, sanglotant, les genoux écorchés. « Je suis désolé, tata. Je voulais pas » balbutia la petite en tremblant de peur. Griselda se leva du canapé. Elle ne courut pas vers elle pour voir si elle était blessée. Elle marcha lentement, les poings serrés, le long du corps. Son visage était rouge de colère tenue. « Tu as ruiné le moment » siffla Griselda. « Tu as gâché la prise parfaite. Cette larme m'a coûté 10 minutes de concentration. »« Griselda, s'il te plaît. » « C'était un accident » criai-je en courant depuis mon poste vers ma fille. Mais Griselda arriva la première. Sans le moindre doute, elle attrapa la longue tresse noire de Marisol. Je ne criai pas. Griselda tira fort. Marisol poussa un hurlement aigu, un son de douleur pure qui me glaça le sang. Griselda ne la lâcha pas. Elle la traîna sur le sol de marbre froid comme si c'était un sac de pommes de terre, l'éloignant des morceaux de verre, non pas par sécurité, mais pour avoir plus d'espace. « Tu es un poids, comme ta mère » criait Griselda en la tirant vers le couloir des toilettes pour inviter. « Je vais t'apprendre à respecter mon travail. »« Lâche-la. Tu lui fais mal. » Je me jetai sur Griselda, essayant de lui ouvrir les doigts pour libérer les cheveux de ma fille. Griselda se retourna et me donna une gifle du revers de la main. Le coup me fit vaciller et tomber au sol. Je sentis le goût métallique du sang sur ma lèvre. « Maman, papa » criai-je en regardant vers les fauteuils. « Aidez-moi. Elle est folle. Elle va la tuer. » Marisol criait. Ses petites mains grattant le sol pour essayer de freiner. Griselda la poussa dans la salle de bain et ferma la porte d'un coup. J'entendis le verrou se fermer puis le son clair de l'eau qui coulait et des coups sourds étouffés. « Je vais te laver ta maladresse de force » on entendait la voix déformée de Griselda à travers le bois. Je me relevai tant bien que mal et regardai mes parents. Ramiro n'avait même pas abaissé son journal. Hortensia tenait sa tasse de thé avec le petit doigt levé, regardant l'énorme télé à écran plat en face. « Faites quelque chose » suppliai-je, les larmes brouillant ma vue. « C'est votre petite fille. » Hortensia poussa un long soupir exaspéré, comme si je lui avais demandé de nettoyer un vomi. « Va, Rosalva, quel scandale tu fais » dit ma mère sans me regarder. Griselda est sous beaucoup de pression à cause du mariage. Le stress la met comme ça. Tu dois la comprendre. Cette fille à toi est très maladroite, toujours à chercher des problèmes. Elle la frappe. Vous n'entendez pas les cris. Hortensia posa sa tasse dans la soucoupe avec délicatesse. Elle prit la télécommande argentée qui reposait sur la coudoir du fauteuil. Elle me regarda dans les yeux, un regard vide, sans âme, puis pointa la télé. Clic, 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 clic. La barre de volume sur l'écran se mit à monter. 15, 20, 30, 40, 50. La musique dramatique du feuilleton de l'après-midi remplit le salon. Elle couvrait les sanglots de Marisol, couvrait les coups, couvrait mes supplications. Ramiro, regarde, l'héroïne a enfin retrouvé son fils perdu, commenta Hortensia avec naturel. Il était temps, murmura mon père en tournant la page du journal. Ces scénaristes tirent trop en longueur. Je restai figé. Le monde s'arrêta. Le son de la télévision me perforait les oreilles, mais ce qui m'assommait vraiment, c'était l'indifférence monstrueuse des personnes qui m'avaient donné la vie. Ce n'étaient pas des humains. C'étaient des coquilles vides remplies d'égoïsme. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé pour toujours. La Rosalva soumise, la Rosalva qui cherchait l'approbation, est morte sur ce tapis persan. Pendant que je courais vers la porte de la salle de bain pour essayer de la défoncer avec mon épaule, je sentis mon cœur se transformer en pierre froide et lourde. Il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus que des ennemis. Et j'étais en guerre.
j'ai réussi à sortir Marisol de la salle de bain après 10 minutes éternelles, quand Griselda a finalement ouvert la porte, les cheveux en désordre, respirant fort. Ma fille était trempée, tremblante, avec le cuir chevelu rouge là où on lui avait tiré les cheveux, et un bleu commençant à apparaître sur son bras droit. Elle ne disait rien, elle me regardait seulement avec de grands yeux, vides de lumière. Je l'ai emmenée au sous-sol. Je l'ai séchée et enroulée dans des couvertures. Quand elle s'est enfin endormie d'épuisement, je suis remonté. J'avais le téléphone à la main. J'allais appeler le 911. Je m'en fichais. J'allais dénoncer Griselda, j'allais les exposer tous. Mes parents et Griselda m'attendaient dans le salon. L'ambiance avait changé. Ce n'était plus l'indifférence. C'était une hostilité froide et calculée. Je vais appeler la police, dis-je, la voix tremblante d'adrénaline. Je montrai l'écran de mon téléphone avec les chiffres 911 déjà composés. Ramiro se leva de son fauteuil. Malgré ses 60 ans, c'était un homme imposant. Il traversa le salon en 3 grandes enjambées, avant que je puisse réagir, il m'arracha le téléphone d'un coup. L'appareil vola dans les airs et se fracassa contre le mur en pierre, éclatant en morceaux. « Mais tu n'appelleras personne, idiote !» grogna mon père en approchant son visage du mien. Il sentait l'eau de Colombe chère et le café rassis. « C'est un délit. »« De la maltraitance d'enfants !» criai-je en reculant d'un pas. « Et qui va te croire ?» intervint Griselda, déjà recomposée, lissant sa robe. « Me regarde-toi, Rosalva. Tu es une veuve instable, sans travail, qui vit de notre charité. Tu as des antécédents de dépression après la mort de Roré. » Hortensia se joignit au cercle en croisant les bras. « Si tu fais un seul appel, si tu ouvres la bouche avec quelqu'un, je te jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré que nous utiliserons toute l'influence de Lissandro et du cabinet d'avocats de ton père, dit ma mère avec un calme terrifiant. Nous te ferons déclarer mentalement incompétente. On dira que c'est toi qui as fait ça à la petite, dans une crise d'hystérie. C'est un mensonge, dis-je. La vérité est ce que nous disons qu'elle est, conclut Ramiro. Nous avons l'argent, nous avons le pouvoir. Toi, tu n'as rien. Si tu nous défies, nous te retirerons Marisol, nous l'enverrons dans un internat de l'État où nous la donnerons en adoption à une famille décente. Et toi, tu finiras dans un hôpital psychiatrique, seul, à pourrir sans jamais la revoir. L'air sortit de mes poumons. Je savais que ce n'était pas des menaces en l'air. Le système judiciaire de ce pays bouge avec l'argent, et eux en avaient à revendre. J'imaginais Marisol, ma petite et fragile Marisol, arrachée de mes bras, emmenée par des inconnus, pensant que sa mère l'avait abandonnée. Je ne pouvais pas permettre ça. Je préférais mourir plutôt que la perdre. Mes genoux cédèrent. Je tombai au sol, pas à cause d'un coup, mais sous le poids de ma propre impuissance. Je me mis à pleurer, un pleur laid et désespéré. « S'il vous plaît, ne m'enlevez pas ma fille », sanglotai-je en m'humiliant devant eux. Je n'appellerai personne, je le jure. Je ne dirai rien. Griselda sourit, satisfaite. Elle se pencha et leva mon menton avec un doigt, comme si elle inspectait du bétail. « Comme ça, tu me plais, petite sœur obéissante. Souviens-toi de ta place. Tu es ici parce que nous le permettons. » « C'est pour le bien de la famille, Rosalva, » dit Hortensia en retournant à son fauteuil. « Maintenant, nettoie ce désordre et retourne dans ton trou. Demain, tu as beaucoup de travail. Il faut monter la vidéo d'aujourd'hui pour couper la partie de l'accident. » Je me traînai jusqu'au sous-sol, ramassant les morceaux de mon téléphone brisé. Cette nuit-là, le sous-sol me sembla plus froid que jamais. Je m'assis par terre à côté du lit de camp de Marisol, en écoutant sa respiration irrégulière. Je sortis de mon sac une petite photo froissée de Roré. C'était une photo de notre lune de miel, quand nous étions jeunes et que nous croyions que le monde était à nous. « Ils m'ont acculé, mon amour », lui murmurai-je à la photo, en caressant son visage du pouce. « Ils m'ont attaché les mains. Si je me bats maintenant, je perds Marisol. » Mais ensuite, je regardais le bleu sur le bras de ma fille, violet et vert sous la lumière de la lune. Ce bleu n'était pas juste une blessure, c'était une déclaration de guerre. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait que ma soumission était la fin. Il ne savait pas que la peur, quand elle est totale, se transforme en quelque chose de bien plus dangereux, de la haine pure et calculée. Je jure sur ta mémoire, Roré, et sur la vie de notre fille, dis-je dans l'obscurité, ma voix se durcissant,
que je vais brûler cette maison jusqu'aux fondations. Je n'utiliserai pas le feu, j'utiliserai leurs propres mensonges. J'utiliserai leur vanité. J'essuyai mes larmes avec le revers de la main. Je ne pleurerai plus pour eux. À partir de demain, je serai la sœur parfaite, je serai la fille soumise, je serai le tapis qu'ils piétinent. Mais pendant qu'ils marcheront sur moi, j'aiguiserai le couteau. 3 mois. Il restait 3 mois avant le mariage. 90 jours pour devenir le monstre que je devais être pour détruire les vrais monstres. J'embrassai le front de Marisol. Repose-toi, ma vie. Maman a un plan. Le lendemain matin, je me suis levé avant le soleil. Mon corps me faisait mal, mais mon esprit était clair comme du cristal. J'avais besoin d'un allié, quelqu'un hors de cette cage dorée, quelqu'un qui haïssait les de la Cruz autant que moi. Il n'y avait qu'une personne, tante Carlotta. Carlotta était la sœur aînée de mon père, mais ça faisait des années qu'il l'avait effacée de l'histoire familiale. Son crime, s'être marié avec un pêcheur pauvre de Veracruz et avoir refusé de vendre les terres de ma grand-mère pour financer les affaires douteuses de Ramiro. Elle vivait sur la côte, dans une maison simple, en vendant de l'artisanat. Mes parents l'appelaient « la honte de la famille ». Pour moi, elle avait toujours été la tante qui m'envoyait des bonbons à la noix de coco en cachette. J'ai attendu que Griselda sorte à sa séance de spa et que mes parents partent au club de golf. Je suis sorti de la maison avec comme excuse d'aller à la pharmacie acheter du maquillage pour Griselda. J'ai marché 10 pâtés de maison jusqu'à trouver une vieille cabine téléphonique, pleine de graffitis. Je ne pouvais pas risquer d'utiliser le téléphone fixe de la maison ni d'acheter un nouveau portable qu'il pourrait tracer. Mes mains tremblaient en composant le numéro que je connaissais par cœur. Allô ? La voix de Carlotta était rauque, marquée par le tabac et le sel. Tata, c'est moi, Rosalva. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Ma fille, tu vas bien ? Ta voix sonne comme si tu avais avalé du verre. Je lui racontai tout. Le sous-sol, l'exploitation, l'accident du trépied, les coups sur Marisol, la menace de m'enlever la garde. Je ne cachais rien. De l'autre côté, je n'entendais que sa respiration lourde et quelques insultes à voix basse. « Ma fils de la grande pute », dit-elle finalement avec une colère calme. J'ai toujours su que Ramiro était une ordure, mais là, c'est l'enfer. Ma fille, viens ici. Prends la petite et viens tout de suite. Je vous protégerai avec mon fusil s'il le faut. Je ne peux pas, tata. Si je pars maintenant, ils me chercheront. Ils ont la police dans leur poche. Ils m'accuseront d'enlèvement. Ils me prendront Marisol légalement et je ne la reverrai jamais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Les laisser la tuer à coups de poing. Non, je vais les détruire, tata, mais j'ai besoin de preuves. Des preuves irréfutables. Quelque chose que même l'argent de Lisandro ne pourra pas cacher. Je lui expliquai mon plan. J'avais besoin de matériel. Je ne pouvais pas l'acheter moi-même. Il contrôlait chaque centime qu'il me donnait. Je comprends, dit Carlotta. Je vais t'envoyer un colis. Je le mettrai au nom de Rosa Martinez et je l'enverrai au bureau de poste près de chez toi, en liste de courrier. Personne ne saura que c'est moi. De quoi as-tu besoin ? Un micro-cravate, le plus petit possible. Et tata, tu te souviens que papa a installé ce système de maison intelligente dernière génération pour frimer devant ses amis ? Oui, celui qui, soi-disant, surveille même les fantômes. Exactement. Il croit que les caméras de sécurité enregistrent seulement l'extérieur et les entrées. Mais le système a aussi des caméras internes, des capteurs de mouvement dans le salon, la salle à manger, sauf qu'ils sont désactivés, pour la vie privée. Et toi, tu sais comment les activer ? C'est moi qui configure le Wi-Fi, tata. C'est moi qui leur répare Netflix quand ça marche pas. Eux, ils ne savent même pas changer l'heure du micro-ondes. Carlotta laissa échapper un rire sec. Ça, c'est bien ma nièce. Très bien. Je t'enverrai le micro et un peu d'argent liquide. Fais attention à tes arrières, Rosalva. Ces vipères mordent fort. Je sais. Merci, tata. Je t'aime. Je raccrochai et sentis une vague de puissance. Je n'étais plus seul. 2 jours plus tard, je récupérai le colis. Il était petit, discret. À l'intérieur, il y avait un micro de la taille d'un bouton et un petit récepteur. Le même après-midi, pendant que je nettoyais le salon,
j'ai accédé au panneau de contrôle du système de sécurité, caché derrière un tableau. Mes doigts ont tapé le mot de passe-maître, qui était ridiculement la date de naissance de Griselda. Je suis entré dans le menu de configuration. Caméra salon, activée. Mode caché, sans LED lumineuse. Caméra salle à manger, activée. Micros ambiants, sensibilité élevée. Le système n'était plus seulement leur sécurité. C'était mon témoin silencieux. Les lentilles des caméras, petites sphères noires dans les coins du plafond qu'ils ignoraient, devinrent mes yeux. Cette nuit-là, j'ai cousu le micro dans l'ourlet de mes propres vêtements et un autre, plus risqué, à l'intérieur d'une broche décorative en forme de fleurs que je portais souvent quand j'aidais Griselda à s'habiller. « Mais qu'est-ce que tu fais là, debout à regarder le plafond ?» demanda Griselda en entrant dans la pièce tandis que je descendais de l'escabeau. Mon cœur fit un bond. « Rien, dis-je en baissant la tête. Il y avait une toile d'araignée dans le coin. Maman se fâcherait si elle la voyait. » Griselda renifla. « Au moins, tu sers à tuer les araignées. Viens, j'ai besoin que tu me repasses la robe verte. J'ai un dîner avec les donateurs du parti. » Oui, Griselda. Je la suivis docilement, la tête baissée. Elle ne savait pas que l'araignée n'était pas au plafond. L'araignée tissait sa toile juste autour d'elle, et elle venait d'entrer au centre. Il restait un mois avant le mariage. La maison était pleine de prestataires, de fleuristes et d'organisateurs. Griselda était en mode Brizilla total, mais devant les caméras, elle restait la douceur incarnée. Aujourd'hui, c'était l'essayage final de la robe de mariée. La robe était une création exclusive d'un designer français, d'une valeur de plus de 10 000. Mais ce n'est pas le créateur qui est venu faire les retouches, c'était Donia Carmen, une couturière locale experte, une femme âgée, avec des mains arthritiques mais habiles, qui travaillait pour la boutique de luxe comme main-d'œuvre invisible. Nous étions dans le dressing principal. Griselda se tenait debout sur un piédestal, se regardant dans le miroir à 3 faces. Moi, j'étais dans un coin, avec la broche micro attachée à ma blouse, faisant semblant d'organiser les chaussures, mais en m'assurant d'être dans l'angle de la caméra de sécurité que j'avais activée dans le dressing, soi-disant pour surveiller les bijoux. Ça me serre à la taille, se plaignit Griselda en pinçant sa peau. Ça me fait paraître grosse, señorita. Les mesures sont exactement celles que nous avons prises la semaine dernière, dit Donia Carmen avec une voix douce et respectueuse, agenouillée par terre, des épingles dans la bouche. Tu es en train de me traiter de grosse. Griselda se retourna brusquement. Ce mouvement soudain fit qu'une des épingles que Carmen plaçait se planta légèrement dans sa jambe. Aïe, cria Griselda. Ce qui suivit fut une explosion de violence mesquine qui me souleva l'estomac. Griselda donna un coup de pied à la vieille femme à l'épaule, la faisant tomber en arrière sur sa boîte de couture. L'idiote, inutile, hurla Griselda, le visage tordu par la colère. Tu m'as piqué. Tu sais combien valent mes jambes? Plus que toute ta misérable vie et celle de ta famille d'Indiens. Donia Carmen porta la main à son épaule, les yeux pleins de larmes de douleur et d'humiliation. Pardon, señorita, c'était un accident. Tais-toi. Griselda regarda sa jambe. Il n'y avait pas de sang, même pas une marque visible, mais son ego était blessé. Je veux que tu dégages. Qu'on m'envoie quelqu'un de compétent. Je ne veux plus que tes mains sales touchent ma robe. Tu sens les haricots et la pauvreté. Tu me dégoûtes. Je restai figé. Les mots « tu sens les haricots et la pauvreté » restèrent suspendus dans l'air. C'était le classisme le plus pur et le plus rance de l'élite mexicaine, craché sans filtre. Donia Carmen essaya de se relever, ramassant ses affaires avec des mains tremblantes. « S'il vous plaît, señorita, si vous me dénoncez à la boutique, ils vont me renvoyer. J'ai besoin de ce travail pour les médicaments de mon mari. » Et qu'est-ce que ça peut me faire, ton mari? Qu'il meure, un parasite en moins. Dégage ou j'appelle la sécurité pour qu'on te sorte à coups de pied. Griselda prit un verre d'eau posé près d'elle et le lança sur la femme. L'eau trempa la blouse simple de Donia Carmen. La femme sortit en pleurant en silence, la dignité en lambeaux. Griselda inspira profondément, se regarda dans le miroir et remit ses cheveux en place. « Quel genre de gens dégoûtants » murmura-t-elle comme si elle venait d'écraser un cafard. « Rosalva, sèche le sol. Je ne veux pas glisser. » Je m'approchai avec une serviette. Mon sang bouillait, mais mes gestes étaient mécaniques. « Tu as enregistré ça,
pensais-je en touchant discrètement la broche sur ma poitrine. Je savais que le micro avait tout capté, chaque insulte, chaque mot de haine. Et la caméra de sécurité dans le coin supérieur, cette petite sphère noire que Griselda ignorait, avait filmé le coup de pied et le verre d'eau. « Qu'est-ce que tu as à me regarder ?» me lança Griselda en remarquant mon regard fixe. « Rien, sœur. Tu es juste magnifique. Le blanc te va très bien. Ça représente la pureté. » Griselda sourit, prenant le compliment au pied de la lettre, incapable de sentir l'ironie venimeuse dans ma voix. « Je sais. Je suis parfaite. Et Lisandro a de la chance de m'avoir. Ce soir-là, je téléchargeai la vidéo et l'audio. Je l'ai sauvegardé sur 3 disques durs différents et dans un nuage crypté. Je regardais l'enregistrement encore et encore. La cruauté de Griselda envers Donia Carmen était si claire, si impossible à nier que ce serait la tombe de son image publique. La protectrice des pauvres qui donne un coup de pied à une vieille ouvrière. C'était de l'or pur, de l'or taché de larmes, mais de l'or quand même. 2 semaines avant le mariage, la tension était palpable. Griselda était dans sa chambre, parlant au téléphone avec sa meilleure amie, une mondaine aussi vide qu'elle, appelée Paola. J'étais dans la pièce d'un accent grave côté, censé plier le linge propre, mais en réalité, je surveillais le signal du micro que j'avais caché derrière la tête de lit la veille. La voix de Griselda sonnait clairement dans mes écouteurs. « Eh, Pao, tu n'as pas idée de combien j'en ai marre », se plaignait Griselda. Lisandro me traîne dans tous ces petits villages poussiéreux pour sa campagne. Je dois serrer dans mes bras des vieilles en sueur et embrasser des gosses morveux. C'est dégoûtant. Hier, j'ai dû manger un taco au marché pour la photo. J'ai failli vomir. Tu sais combien de bactéries il doit y avoir là-dedans. Elle fit une pause, écoutant son ami. Oui, je sais que c'est nécessaire. Lisandro dit qu'on a besoin du vote populaire. PFF, ces Enako devraient nous remercier de leur parler. Ce sont comme des animaux, Pao. Ils ne servent qu'à voter et à servir. Dès que Lisandro gagnera le poste de gouverneur, je vais fermer cette fondation stupide. Je n'ai pas l'intention de remettre les pieds dans un orphelinat de ma vie. Je serrai les dents. C'était la confession que je cherchais pour détruire la carrière de Lisandro et, par la même occasion, l'avenir de Griselda. Mais il me manquait encore quelque chose de plus personnel. Plus tard ce jour-là, Lisandro vint dîner. Il apportait des cadeaux, comme toujours, essayant d'acheter l'affection qu'il ne recevait pas vraiment de Griselda. Pour Griselda, un collier de diamants. Pour Marisol, une boîte d'aquarelle professionnelle. Pour la petite artiste, dit Lisandro avec un sourire gentil, en donnant la boîte à ma fille. Marisol s'illumina. Ses yeux brillèrent comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. « Merci, tonton Lisandro », s'exclama-t-elle en serrant la boîte contre sa poitrine. Griselda regardait la scène avec un sourire figé, mais ses yeux lançaient des poignards. Pendant le dîner, Marisol était heureuse, en train de peindre dans un coin du salon pendant que les adultes parlaient. Griselda se leva pour aller à la salle de bain et passa près de Marisol. J'étais en train de servir le vin, attentive au moindre mouvement. Je vis Griselda s'arrêter près de l'enfant. Elle se pencha, faisant semblant de regarder le dessin. « Comme c'est joli, mon amour », dit-elle à voix haute pour que Lisandro l'entende. Mais sa main, cachée par le dossier du canapé, descendit vers le bras de Marisol. Et alors, je le vis. Ses longs doigts manucurés comme des pinces de crabe saisirent la peau tendre de l'avant-bras de ma fille et la tordirent. Un pincement vicieux, lent et douloureux. Marisol lâcha un gémissement étouffé et laissa tomber le pinceau. « Eh, qu'est-ce qui se passe, chérie ?» demanda Lisandro depuis la table. « Rien, mon amour », répondit Griselda rapidement, en lâchant l'enfant et en lui caressant les cheveux. « Elle a eu peur d'une mouche, n'est-ce pas, Marisol ?» Griselda planta son regard dans les yeux pleins de larmes de ma fille. Un regard qui promettait pire encore et disait « Tu te tais ». « Oui, une mouche », murmura Marisol en se frottant le bras. Griselda revint à la table, triomphante. « Elle est si peureuse, la pauvre », dit-elle en buvant une gorgée de vin. « J'espère qu'elle ne va pas hériter des nerfs de sa mère. » Je servis le vin dans la coupe de Griselda. Ma main ne trembla pas une goutte ne se renversa. À l'intérieur, je hurlais, imaginant comment je lui écrasais ce verre au visage, mais à l'extérieur, j'étais de glace. Ce soir-là, quand je revis les caméras, je confirmai que l'angle avait parfaitement capté le pincement.
On voyait la malice sur le visage de Griselda quand elle croyait que personne ne la regardait. On voyait la douleur de Marisol. J'avais déjà l'abus envers les employés, le mépris envers les électeurs et la cruauté physique envers une enfant. La trinité du mal était complète, mais il me fallait un coup final. Quelque chose pour que Lisandro, le seul qui pouvait arrêter tout ça ou se sauver, voie la vérité avant de dire « oui, je le veux ». Et l'occasion arriva de la manière la plus cruelle possible, le lendemain. Il restait une semaine, 7 jours. La maison était remplie de fleurs blanches qui sentaient comme un enterrement. Ce matin-là, je trouvais Marisol en larmes, assise en silence à côté de la poubelle de la cuisine de service, celle que le personnel utilisait. « Et qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» lui demandai-je en m'agenouillant. Elle montra du doigt l'intérieur de la poubelle. Parmi des épluchures d'orange et du marc de café, se trouvait la boîte d'aquarelle que Lisandro lui avait offerte. Elle était cassée, piétinée. Les pastilles de couleur étaient broyées et mélangées aux déchets. Tata Griselda a dit qu'elle gênait dans le salon, sanglota Marisol. Elle a dit que les choses bon marché vont à la poubelle. Je sentis un coup dans la poitrine, mais aussi une clarté étrange. Lisandro n'était pas un mauvais homme. Il était vaniteux, oui, et ambitieux, mais pas cruel. Il avait acheté ses aquarelles en pensant à Marisol. Griselda n'avait pas seulement détruit le cadeau, elle avait méprisé le geste de son futur mari. Je pris une photo des aquarelles détruites dans la poubelle. Cet après-midi-là, Lisandro arriva plus tôt. Il était stressé par les sondages. Griselda n'était pas là. Elle était à son dernier essai maquillage. Il me trouva dans la cuisine en train de préparer du café. « Salut, Rosalva » dit-il en desserrant sa cravate. « Griselda est là. »« Non, elle est sortie. »« Tu veux un café, Lisandro ?»« S'il te plaît. » Noir. Il s'assit au bar, se frottant les tempes. Il avait l'air épuisé. « Dis, Rosalva » commença-t-il, hésitant. « Elles lui ont plu, les aquarelles, à Marisol ?» Je ne l'ai pas vu les utiliser. C'était mon moment. Je pouvais mentir et protéger la paix, ou planter la graine. Je me tournai lentement avec la tasse de café dans la main. Là, elle les a adorées, Lisandro. Elle a pleuré d'émotion quand tu les lui as offertes. Tant mieux. Je craignais qu'elles ne soient pas les bonnes, dit-il, soulagé. Je baissai les yeux en feignant un malaise. Lisandro, tu es un homme bien. Je crois que tu mérites de savoir ce qui se passe ici quand tu n'es pas là. Il fronça les sourcils. De quoi tu parles ? Griselda, elle a des façons très particulières de maintenir l'ordre. Rosalva, je sais que vous ne vous entendez pas bien, mais... Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Marisol et de toi. Je sortis mon téléphone et lui montrai la photo des aquarelles dans la poubelle. Là, elle les a trouvées dans le salon, elle les a cassées et jetées parce qu'elle a dit que c'était des babioles bon marché qui gâchaient la décoration. Lisandro regarda la photo. Son visage s'assombrit. Il reconnut la boîte brisée parmi les déchets. Là, elle a fait ça ? Oui. Et elle a dit à Marisol que, bon, peu importe ce qu'elle lui a dit. Ce qui compte, c'est qu'elle ne valorise pas ce que tu fais, Lisandro. Pour elle, tes cadeaux, c'est de la poubelle, si ça n'a pas un logo de marque de luxe. Lisandro resta silencieux un long moment. Je vis le doute passer dans ses yeux. Je vis l'image parfaite de sa fiancée commencer à se fissurer. « Merci pour le café, Rosalva » dit-il finalement en se levant. Sa voix était froide, distante. « Oublie que nous avons eu cette conversation. » Il partit sans attendre Griselda. Je savais qu'il n'annulerait pas le mariage pour une histoire d'aquarelle. Il y avait trop d'intérêt politique et d'argent en jeu. Mais la graine était plantée. Maintenant, quand il verrait la vidéo au mariage, il ne la nierait pas. Son subconscient serait déjà prêt à accepter qu'il épousait un monstre. Cette nuit-là, Griselda arriva furieuse parce que Lisandro ne répondait pas à ses appels. « Il doit être avec ses stupides conseillers », cria-t-elle en lançant son sac sur le canapé. « Rosalva, apporte-moi une tisane pour les nerfs. »« Oui, sœur », répondis-je docilement. Pendant que l'eau chauffait, je regardais le calendrier sur le mur. 5 jours. Je descendis à mon ordinateur portable caché au sous-sol. J'ouvris le programme de montage vidéo. J'avais tous les clips, l'abus, les insultes aux pauvres, la tyrannie envers les employés, le mépris de Lisandro.
Je commençais à monter le tout. Surprise. La musique d'entrée serait la chanson préférée de Griselda, Perfect, ou ce genre-là. Quelle ironie. Mes doigts volaient sur le clavier, comme quand je retouchais ces photos. Mais cette fois, je n'étais pas en train d'effacer des imperfections, j'enlevais le filtre. J'allais montrer la réalité en haute définition, en 4K, avec son Dolby. Rosalva, elle est tout, ma tisane, cria Griselda d'en haut. Ça arrive, répondis-je. Je souris. Profite de ta tisane, Griselda. Profite de ta dernière semaine de règne, parce que dimanche, à ton mariage de rêve, je vais transformer ton conte de fées en film d'horreur, et moi, je serai la réalisatrice. Il restait 48 heures. La Hacienda San Gabriel, un lieu historique avec des murs de pierre du XVIIe siècle et des jardins qui semblaient sortis de Versailles, avait été loué entièrement pour le week-end. C'était le décor parfait pour le couronnement de Griselda. Le dîner de répétition se déroula dans la cour centrale, sous une tente transparente qui permettait de voir les étoiles, même si je doute qu'une étoile ait envie d'assister à tant de fausseté. J'étais là, non pas comme invité, mais comme ombre. Ma mère m'avait donné la tâche de superviser les serveurs, de m'assurer que les coupes de champagne ne soient jamais vides et que Marisol ne gêne pas sur les photos officielles. Griselda était insupportable. Les nerfs lui avaient enlevé tout filtre. Cet arrangement floral est nul, cria-t-elle en arrachant une orchidée blanche d'un centre de table et en la jetant par terre. J'ai demandé blanc os, pas blanc neige. Vous êtes tous daltoniens ou simplement stupides? Le fleuriste, un jeune homme qui tremblait visiblement, essaya de s'excuser. Señorita, c'est le ton que vous avez choisi dans le catalogue. Ne me contredis pas, hurla-t-elle. Change tout, maintenant. Je m'en fiche si tu dois peindre les fleurs à la main. Fais-le. Lisandro observait la scène depuis le bar, un verre de whisky à la main. Il ne regardait plus Griselda avec admiration, il la regardait avec un mélange de fatigue et de doute. La graine que j'avais plantée avec les aquarelles était en train de germer. Je le voyais serrer la mâchoire à chaque fois que Griselda humiliait quelqu'un, mais la peur du scandale politique était plus forte que sa conscience. Pour l'instant. Je m'approchai de lui avec un plateau de canapé. « Tout va bien, Lisandro ?» demandai-je doucement. Il soupira, évitant mon regard. « Ce sont juste les nerfs du mariage, Rosalva. Elle est perfectionniste. Le perfectionnisme, c'est une chose, la cruauté, c'en est une autre, murmurai-je assez bas pour que lui seul m'entende, mais assez clairement pour que le mot s'imprime dans son esprit. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait dans les chambres luxueuses de la Hacienda, je me faufilai jusqu'à la cabine technique. C'était une petite tour de contrôle cachée derrière des panneaux décoratifs. Là se trouvait le cerveau de la fête, les lumières, le son et, le plus important, le projecteur principal. Le technicien responsable, un gars appelé Beto, rangeait des câbles. « Salut », dis-je en affichant mon meilleur sourire de sœur serviable. Il dit, ma sœur est parano avec la vidéo surprise que j'ai préparée. Elle veut que je la vérifie encore une fois pour être sûr que la musique est bien synchronisée. Ça te dérange si je reste un moment ici? Beto haussa les épaules, fatigué. Bien sûr, mais ne touche pas au réglage audio principal. Il est déjà calibré. Tiens, voilà le mot de passe du système. Moi, je vais dormir. Je suis crevé. Dès qu'il sortit, je bloquai la porte avec le loquet. La porte n'avait pas de clé à l'intérieur, mais la chaise calée sous la poignée suffirait pour un moment. Je m'assis devant la console. J'avais le contrôle de tout, le son des micros, les lumières de la scène et, bien sûr, l'écran géant. De ma position élevée, je pouvais voir tous les invités prendre place. Je voyais mes parents recevoir les félicitations, gonflés d'orgueil comme des paons. Je voyais Griselda et Lisandro à la table principale, simulant le bonheur pour les photos. C'était un théâtre grotesque, et j'étais sur le point de faire tomber le rideau d'un coup sec. Je pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline pure. C'était la même sensation qu'on doit avoir avant de sauter en parachute. Je regardais l'horloge. Il restait 10 minutes avant le toast et la présentation de la vidéo. 10 minutes avant la fin du monde. Le dîner se passa entre rires faux et tintements d'argenterie contre la porcelaine. On servit du homard et du filet mignon, pendant que moi, dans ma tour de contrôle, je mangeais mon anxiété. Le moment des discours arriva. Mon père, Ramiro,
monta sur scène avec une coupe de champagne à la main. Son visage était rouge, mélange d'alcool et de satisfaction. Amis, famille, invités distingués, commença-t-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Je remets mon joyau le plus précieux, ma fille Griselda, à un homme exceptionnel. Il fit une pause pour les applaudissements. Griselda a toujours été un ange. Depuis petite, son cœur a été plein de bonté, toujours préoccupée par les autres, toujours attentive aux plus faibles. C'est le pilier moral de cette famille. Depuis la cabine, je laissais échapper un rire amer. Le pilier moral. Si seulement il savait que ce pilier est pourri de l'intérieur. Et à mon autre fille, Rosalva, continua mon père, et je me raidis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me mentionne. Merci pour être là. Pour aider avec les petits détails. Nous savons que la vie a été dure avec toi, mais aujourd'hui, nous célébrons le succès. C'était une gifle publique déguisée en remerciement. Le petit détail. Succès. L'implication était claire, Griselda, c'est la réussite. Toi, tu es l'échec. Griselda sourit depuis la table, m'envoyant un baiser dans l'air, là où elle pensait que je me trouvais. L'animateur de l'événement prit le micro. Et maintenant, mesdames et messieurs, comme point final avant la danse, nous avons une surprise très spéciale. La sœur de la mariée, Rosalva, a préparé avec beaucoup d'amour une vidéo qui capture l'essence de cette histoire d'amour. Un tonnerre d'applaudissements pour la vidéo. Les lumières de la salle diminuèrent. 500 visages se tournèrent vers l'écran géant. Lisandro passa son bras autour des épaules de Griselda. Ma mère se prépara avec un mouchoir. Dans la cabine, mon doigt flottait au-dessus de la toux chantée. Je fermai les yeux une seconde. Je vis le visage de Marisol. Je vis le bleu. Je vis la peur. Pour toi, mon amour, murmurai-je. J'appuyai sur la touche. L'écran s'alluma. Les 10 premières secondes furent exactement ce qu'ils attendaient. Une mélodie douce au piano, des photos de Griselda bébé, Griselda diplômée avec mention, Griselda et Lisandro à Paris. Les gens souriaient. On entendait des « oh » dans la salle. Puis la musique s'arrêta avec un bruit de disque rayé, un effet que j'avais moi-même inséré. L'écran devint noir pendant 2 secondes, puis l'image apparut, nette. Brutale. Scène 1, le dressing. La caméra de sécurité montrait Griselda en haute définition. On voyait Donia Carmen à genoux. Le son capté par ma broche résonna dans les haut-parleurs derniers cris de la salle. L'idiote, inutile, tu m'as piqué. Le bruit du coup de pied était sourd, mais clair. L'image de la vieille femme tombant en arrière provoqua un cri étouffé collectif. Tu sens les haricots et la pauvreté. Tu me dégoûtes. La voix de Griselda, pleine d'une haine viscérale, remplit chaque coin de la hacienda. À la table principale, je vis Griselda se lever d'un bond, renversant sa coupe. Elle porta les mains à sa bouche. Lisandro resta figé, les yeux collés à l'écran. Scène 2, la confession politique. Coupe directe. L'écran montra une onde audio sur fond noir, avec la date et l'heure. Lisandro me fatigue. Je dois serrer des vieilles en sueur et embrasser des enfants morveux. C'est dégoûtant. Dans ma tête, j'imaginais la caméra se tourner vers les partenaires politiques de Lisandro, à la table 3. Leur visage devait être un poème d'horreur. Ces Nako devraient nous remercier qu'on leur adresse la parole. Ce sont comme des animaux. Dès que Lisandro gagnera, je vais fermer cette fondation stupide. Le murmure dans la salle devint un rugissement d'incrédulité. Les journalistes présents, invités pour couvrir le mariage de l'année, sortaient déjà leur téléphone, filmant l'écran, diffusant en direct la chute de l'Empire. Scène 3, le grand final. Mais ce n'était pas fini. Il manquait le coup de grâce. L'image changea pour un noir et blanc granuleux, celui de la caméra de sécurité du salon de ma maison. On voyait Marisol trébucher sur le trépied. On voyait Griselda, habillée en sainte, se transformer en démon. On voyait la traction sur la tresse. Le son du système de sécurité, amplifié à fond, reproduisit le cri de ma fille. « Aïe, maman, j'ai mal !» Les gens dans la salle se levèrent, horrifiés. Il y eut des cris « Non, mon Dieu !» À l'écran, Griselda traînait la petite. Moi, j'entrais dans le cadre,
je me faisais gifler. Et ensuite, le plan s'élargissait. On voyait mes parents sur le canapé. Faites quelque chose, elle va la tuer, criait mon moi de la vidéo. Puis gros plan sur le visage de ma mère, Hortensia, sa main levant la télécommande. Le son de la télé montant le volume dans la vidéo se mélangea au silence de mort dans la salle nuptiale. Elle est stressée, comprends-la. L'écran devint noir et un texte simple apparut, en lettres blanches, brutal. La vérité ne peut pas être maquillée. Joyeux mariage. Silence. 1 seconde. 2 secondes. Et puis, le chaos. La salle explosa. Ce n'était pas des applaudissements, c'était une explosion d'indignation. Fils de, mon Dieu. Depuis ma tour, je vis le monde de Griselda s'effondrer en temps réel. Griselda criait, mais personne ne l'écoutait. Elle courut au centre de la piste, agitant les bras vers la cabine technique. L'éteignez ça. C'est un mensonge. C'est un montage. C'est de l'intelligence artificielle, hurlait-elle, le visage déformé par la panique. Elle ressemblait à une folle dans une robe de 10 000 $. Lisandro se leva lentement. Son visage ne montrait pas de la colère, mais un dégoût absolu. Il regarda Griselda comme si elle était un monstre inconnu venu d'atterrir à sa table. Il retira l'alliance de son doigt, la regarda une seconde et la laissa tomber dans la coupe de champagne encore pleine. Le tintement fut minuscule, mais symbolique. Sans dire un mot, il se retourna et commença à marcher vers la sortie. Lisandro, non, attends, Griselda essaya de lui prendre le bras. Il se dégagea d'un geste brusque, presque violent, comme si le contact le brûlait. Ne me touche pas, dit-il. Et sa voix, même sans micro, sembla résonner dans toute la salle. Tu me dégoûtes. Toi et ta putain de famille de psychopathes. Mes parents étaient paralysés à leur table. Mon père tenait sa poitrine, pâle comme un cadavre. Ma mère essayait de se couvrir le visage avec une serviette, comme si ce morceau de tissu pouvait la cacher de la honte nationale qui venait de s'abattre sur eux. Les amis de la haute société s'éloignaient de leur table comme s'ils avaient la peste. Beto, le technicien, frappait à la porte de la cabine depuis l'extérieur. Rosalva, ouvre. On va me virer. Je retirai la chaise de la porte. J'ouvris. Beto me regarda avec les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu as fait, murmura-t-il. Justice, lui répondis-je. Je sortis de la cabine et descendis les escaliers vers la salle. J'aurais pu m'enfuir par derrière, mais j'avais besoin qu'on me voie. J'avais besoin qu'ils sachent qui avait appuyé sur la gâchette. Je marchais entre les tables. Les gens se poussaient sur mon passage, me regardant avec un mélange de peur et de respect. J'arrivais au centre de la piste où Griselda était à genoux, pleurant hystériquement sur sa robe tachée de vin. Quelqu'un lui avait déjà lancé une coupe. Elle leva la tête et me vit. Ses yeux injectés de sang se plantèrent dans les miens. « Salope !» cria-t-elle en essayant de se lever pour m'attaquer. « Tu as ruiné ma vie. Tu es jalouse. Je vais te tuer. » 2 agents de sécurité la retinrent avant qu'elle puisse me toucher. Je restai debout devant elle, calme, les mains croisées. « Non, Griselda, dis-je. » Ma voix résonna clairement dans le silence soudain du salon. « C'est toi qui as ruiné ta vie chaque fois que tu as choisi de faire du mal à quelqu'un de plus faible que toi. Moi, j'ai juste allumé la lumière. » Je regardais mes parents, toujours à leur table, détruits. « Et vous ?» leur dis-je. « J'espère que le volume de la honte sera assez fort pour couvrir votre conscience, parce que cette fois, il n'y a pas de télécommande pour l'éteindre. » Je pris le micro que l'animateur avait laissé sur une chaise proche. Je le regardai une seconde et le laissai tomber au sol. Poum. Le son sourd du micro frappant le sol marqua la fin de ma performance. Je me retournai et marchai vers la sortie. Personne ne m'arrêta, pas même mes parents. Ils étaient trop occupés à regarder leur empire de mensonges partir en fumée. Dehors, la nuit était fraîche. Je pris une grande inspiration. L'air n'avait jamais eu un goût aussi doux. Je courus vers l'arrière, là où j'avais caché une voiture de location payée avec l'argent de mes travaux secrets. Je démarrai le moteur et sortis de la hacienda, laissant derrière moi les lumières, les cris et le désastre. Je roulais vers la mer, vers ma fille, vers la liberté. Les 48 heures suivantes furent un flou de routes et de nouvelles virales. Pendant que je conduisais vers la côte,
mon nouveau téléphone jetable ne cessait de recevoir des notifications des comptes anonymes que j'avais créés pour suivre la situation. La vidéo avait fuité. Bien sûr qu'elle avait fuité. 500 invités avec des smartphones, ça fait 500 reporters potentiels. Le hashtag La Novia Monstruo, la mariée monstre, était tendance numéro 1 au Mexique et numéro 3 dans le monde. Les mèmes étaient brutaux. Des gifs de Griselda donnant un coup de pied à la couturière, des remixes de sa voix insultant les électeurs avec de la musique de cirque en fond. Mais le plus sérieux, ce furent les conséquences réelles. Lisandro publia un communiqué de presse la nuit même. Il annonça l'annulation immédiate du mariage, qui n'était pas encore légalement enregistré, et sa séparation totale de la famille de la Cruz. Il annonça également qu'il allait coopérer avec les autorités pour enquêter sur le détournement de fonds dans la fondation Futur Brillant. Il sauvait sa peau politique, bien sûr, mais en le faisant, il enterrava Griselda. Le parquet général annonça une enquête d'office pour maltraitance d'enfants, basée sur la vidéo de sécurité. Griselda, selon les nouvelles, avait eu une crise nerveuse et était internée dans une clinique privée, sous surveillance policière. Mes parents furent les dommages collatéraux. La société les annula. Ils furent expulsés du club de golf. Leurs partenaires commerciaux rompirent tous les liens avec l'entreprise de mon père pour des raisons d'éthique. Ils devinrent des parias, enfermés dans leur manoir vide, avec le volume de la réalité au maximum, sans pouvoir le baisser. J'arrivai chez tante Carlotta au coucher du soleil du deuxième jour. Sa maison était sur une plage presque vierge, une petite maison en bois peinte en bleu. Marisol était sur le rivage, en train de chercher des coquillages. Quand elle vit la voiture, elle courut vers moi. « Maman !» Je descendis de la voiture et la rattrapai dans mes bras. Je la serrai si fort que j'eus peur de la casser. Nous avons pleuré ensemble, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « C'est fini, maman ?» demanda-t-elle. « Oui, mon amour. Les monstres ne peuvent plus nous atteindre. » Tante Carlotta sortit sur le perron, s'essuyant les mains sur un tablier. « J'ai vu ça aux infos », dit-elle avec un sourire tordu. « Ma fille, tu en as plus dans le pantalon que n'importe quel homme que j'ai connu. » Cette vidéo était de l'art pur. Nous avons ri. Un rire libérateur qui venait du ventre. Quelques semaines plus tard, je reçus un appel de l'avocat de Lisandro. Il voulait nous proposer un accord. En échange de mon témoignage contre Griselda dans l'affaire de fraude de la fondation, où je savais qu'elle détournait de l'argent, il s'assurerait que j'ai la garde totale et exclusive de Marisol, plus une indemnisation pour dommages émotionnels, qui serait prise sur les biens personnels de Griselda. J'acceptais. Griselda perdit tout, son argent, sa célébrité, sa liberté. Elle fut condamnée à 3 ans de prison pour fraude et maltraitance, plus 5 ans de liberté conditionnelle. Mais sa plus grande punition ne fut pas la prison, ce fut l'oubli. Personne ne lui rendait visite, personne ne la mentionnait. Son Instagram fut effacé, elle disparut. 6 mois ont passé depuis le mariage rouge. Nous vivons sur la côte de façon permanente. Avec l'argent de l'indemnisation et mes compétences en design, j'ai ouvert une petite agence de marketing digital pour les entreprises locales. Je ne deviendrai pas millionnaire, mais nous sommes libres. Marisol va dans une petite école où la maîtresse l'adore. Elle s'est remise à dessiner. Hier, elle a peint un oiseau bleu qui vole très haut, sans que personne ne lui mette un verre d'eau dessus. Ses cauchemars ont presque totalement disparu. Parfois, quand on entend un bruit fort, elle sursaute encore, mais je suis là pour la serrer dans mes bras et lui rappeler que plus personne ne lui fera du mal. Moi, j'ai changé. Je ne suis plus la Rosalva soumise. Je suis une femme qui connaît sa valeur et sa force. J'ai appris à me pardonner pour le temps que j'ai mis à réagir. J'ai compris que la survie demande parfois de la patience et de la stratégie, pas seulement des impulsions. Cet après-midi, alors que je regardais le coucher de soleil depuis le perron avec tante Carlotta, j'ai reçu une lettre de ma mère, sans expéditeur, mais j'ai reconnu son écriture tremblante. Je l'ai ouverte. Ton père a fait un infarctus. Nous sommes seuls. Les employés sont partis. Griselda nous appelle depuis la prison pour demander de l'argent que nous n'avons pas. Reviens, s'il te plaît. Tu es notre fille. Le sang appelle. Je regardais la lettre, je regardais la mer, je regardais ma fille qui jouait dans le sable. Je pris un briquet. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» demanda tante Carlotta. « Je ferme le cycle, répondis-je.
J'allumai le bord du papier. Je regardais les mots de manipulation se transformer en cendres noires, emportés par le vent de l'océan. Le sang ne fait pas de toi une famille, Tata, dis-je. L'amour fait la famille. Le respect fait la famille. Eux, ils ont perdu ce droit il y a longtemps. Je ne suis pas retourné. Je ne suis jamais retourné. J'ai construit mon propre château, pas de pierre et de mensonges, mais de sable et de vérité. Et c'est le château le plus solide du monde. Mon histoire est terminée, mais ses échos peuvent rester dans vos cœurs. À travers ce chemin douloureux mais courageux, je veux vous envoyer un message important. La famille ne se définit pas par le sang, mais par la façon dont on se traite. On nous apprend souvent à être patient, à protéger l'image de la famille à tout prix. Mais quand cette patience accepte la violence et la toxicité, elle cesse d'être une vertu et devient de la complicité. Ne laissez jamais la célébrité, l'argent ou le soi-disant amour familial vous aveugler devant le mal. Le silence des gens bons est plus effrayant que les actions des gens mauvais. Moi, j'ai choisi d'élever la voix, non pas avec la violence, mais avec la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le seul chemin vers la liberté. Si vous êtes dans une relation toxique, que ce soit avec votre famille ou avec un partenaire, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de changer le scénario de votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Protégez les plus vulnérables et, surtout, protégez-vous vous-même. Que pensez-vous de la façon dont j'ai géré la situation ? Est-ce que la vengeance publique a été trop cruelle, ou est-ce que c'était un prix juste pour les hypocrites ? J'adorerais connaître votre avis. Laissez un commentaire pour partager vos idées ou écrivez simplement « Bien » si vous pensez que cette histoire vous a appris une précieuse leçon sur la justice et le véritable amour. Merci de m'avoir écouté.